Moscou, 1936. Au Kremlin, règne l'un des plus sanglants dictateurs de l'histoire. Staline. Son pouvoir est absolu. Il proclame le résultat des élections de 1936. 98,6% des voix. Impitoyable, il a exigé le sang de son peuple. Tous ces sujets vivent dans la peur. Ils doivent applaudir le tyran de très longues minutes. Staline s'impatiente, il sort sa montre. Dans le public, Vassili Petrovitch Nikolaïev. Il raconte. Tous les camarades se regardent. Personne ne veut être le premier à ne plus applaudir. Je ne sais pas pourquoi. Je me rassois. 2 jours après, il est arrêté, jeté en cellule, battu, torturé, sans jamais perdre sa foi communiste. Pourquoi ? Staline et ses complices ont forgé sur son passé, sur ses crimes, un mensonge planétaire qui continue à empoisonner les esprits. Derrière ce mensonge, il y a l'apocalypse. « 1930, Staline règne. Mais il arrive tout juste à contrôler le pays. Il se sent entouré d'ennemis qu'il traque avec sa police politique. Rien ne doit freiner l'utopie. Transformer la Russie en un immense champ peuplé de paysans, devenus des ouvriers de la terre. Fini les isbas et les fermes ancestrales. Ils vivront en communauté, dans les kolkhozes. Ils produiront les millions de tonnes de blé vendus par l'État pour acheter les machines qui fabriqueront les tracteurs, les chars, les avions. Ainsi, l'Union soviétique rattrapera en 5 ans un retard de 100 ans, dit Staline. C'est son premier plan quinquennal. Mais Staline se heurte immédiatement aux paysans. Ils refusent de perdre leurs terres. Ils refusent la collectivisation. Staline leur fait donner un surnom infamant. Koulak, profiteur, exploiteur. Et il fait préciser le terme de koulak. Tout fermier qui a des salariés, qui possède un moulin, une fromagerie, une sécheuse de pommes de terre, des machines agricoles à moteur et du bétail. Une définition si vague qu'elle ouvre la voie aux dénonciations, aux règlements de compte, au viol. La police se déchaîne contre ceux qui tentent de cacher leurs réserves de grains. La résistance des paysans est telle que le pouvoir mobilise 27 000 dékoulakisateurs, des militants communistes venus des villes et une horde misérable de journaliers payés en part de butin. La police de Staline envoie un rapport. On ôte aux paysans leurs vêtements d'hiver et leurs sous-vêtements chauds. On s'empare des chaussures. On confisque jusqu'aux petits oreillers placés sous la tête des enfants et toutes les icônes religieuses pour les brûler. Staline veut entraîner toute la population dans la croisade contre les paysans en encourageant la délation. La propagande diffusée dans les salles de cinéma montre une jeune tatar de Crimée, Olga Balikina, célèbre pour avoir accusé son père de voler du blé dans son kolkhoze. Félicitée par le parti, elle est fêtée par les pionniers, les 9-14 ans, et les komsomols, les 15-18 ans, organisation de masse créée par Lénine. Olga dit « J'ai agi comme tous les pionniers doivent agir ».
En faisant le salut des pionniers, elle récite « Staline, tu es plus haut que les espaces célestes. Staline, tu es plus lumineux que le soleil. » Dans tous les villages, les statues de Pavel Morozov glorifient celui qui est appelé le pionnier héros numéro 001 de l'Union soviétique. Selon la légende, forgée par la police, il aurait dénoncé son père, hostile à la collectivisation, et son oncle l'aurait assassiné à 14 ans. « 2 millions de paysans ont été envoyés défricher la Sibérie. 300 000 autres déportés au goulag. Et 300 000 exécutés. » Qui avait cru que la révolution leur apporterait la liberté créatrice, se voit imposer par Staline la doctrine officielle du réalisme socialiste. Tous, peintres, musiciens, poètes, écrivains, que Staline appelle les ingénieurs de l'âme, doivent exalter le travail, la famille et la patrie, et surtout la gloire de Staline. Ceux qui ne sont pas en prison ou en exil tentent encore de résister. Vassili Nikolaïev raconte son passage en prison. Il y avait surtout des gens simples. Un étudiant qui avait écopé de 10 ans de camp pour avoir raconté une histoire drôle. Un chauffeur routier, il était là parce qu'il ressemblait à Staline. Un coiffeur qui n'avait pas sa carte du parti. Le chef d'une laverie qui, lui, avait sa carte. Et aussi un vieux qui se réjouissait et nous disait « Je suis tellement content que vous, des communistes, soyez aussi en prison et que vous n'y compreniez rien, comme moi. » Dans toute l'Union soviétique, les wagons-prisons n'ont jamais transporté autant de déportés vers le goulag. Marina Isaïtchik dit « Il y avait un trou dans le plancher, et pour les gros besoins, un seau derrière un drap. » Le voyage a duré 7 jours. On dormait sur le sol. On nous a débarqués au fond de la taïga. Très vite, on a commencé à voir le scorbut. On perdait les dents. On construisait. On faisait tout à la main. Attends, supporte, attends, sois patiente. Les centaines de camps du goulag, baptisés camps de travail correctif, deviennent un énorme réservoir de main-d'œuvre gratuite pour les projets pharaoniques de Staline. Comme, en 1932, le canal pour relier la Baltique à la mer Blanche, le Bielomor Canal. 300 km à travers des montagnes de granit, creusées à la main. Au son d'orchestre de déportés. Sur le Bielomor Canal, les cadences de travail sont infernales. 30 000 déportés meurent d'épuisement. « 26 janvier 1934, 17e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Khrouchtchev, comme les autres staliniens, l'appelle le congrès des vainqueurs, parce que Staline annonce des résultats faramineux. Le plan quinquennal est réalisé avec 1 an d'avance. La production industrielle a doublé. L'Union soviétique a échappé à la grande crise qui vient de secouer l'Europe et les États-Unis. Tous les chiffres sont faux,
mais l'euphorie est générale. Pourtant, cette grand-messe communiste restera dans l'histoire sous ce nom, le Congrès des fusillés. Car il réserve une mauvaise surprise à Staline. Celui qui est encore le plus proche de lui, Sergueï Kirov, lui révèle que certains délégués l'ont contacté en secret pour le remplacer. Et 300 des 1200 délégués, inquiets de la concentration totalitaire du pouvoir d'un seul homme, votent contre Staline. Il fera exécuter ou envoyer au goulag 1108 communistes participant à ce congrès dans les années qui vont suivre. Staline se sent menacé par une résistance intérieure. Il déclare la guerre à son peuple. Il plonge son pays dans une longue nuit qui va culminer en 1937 avec la Grande Terreur, un délire meurtrier qui fera 700 000 morts en un an. Staline, qui semble prier, profite de ce drame pour accuser ses ennemis d'un gigantesque complot, de tentatives d'assassinat contre lui et les autres membres du gouvernement. Il traque les trotskistes, les opposants réels ou supposés, même les plus grands héros de la Révolution, comme Nikolaï Boukharine, que Lénine appelait pourtant l'enfant chéri du parti. Staline organise des simulacres de jugement à grand spectacle qui resteront dans l'histoire sous ce nom, les procès de Moscou. Les accusés ne sont pas montrés. Ils sont en trop mauvais état, malgré les efforts des médecins de la prison de la Loubianka, où ils ont été torturés. Par contre, l'accusateur, Andrei Viginsky, est abondamment filmé. Viginsky sera après la guerre représentant permanent de l'Union soviétique au Conseil de sécurité de l'ONU. Ici, son réquisitoire est conforme à la méthode stalinienne. Требует наш народ одного. Раздавите проклятую гадину. Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать. Как невесту родину мы любим, бережем, как ласковую мать. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. La moscovite Nina Poglazova dit « On vit dans un monde soviétique où il n'y a qu'une seule règle du jeu. Et tout le monde joue selon cette règle. Il est debout sur la tribune, il ment, tout le monde applaudit, mais tout le monde sait qu'il ment. Et lui, il sait qu'on le sait. Mais il débite ses mensonges, et il est tout content qu'on l'applaudisse. » Svetlana Alexievitch rapportera « Ma génération a grandi avec des pères qui revenaient soit des camps, soit de la guerre. La seule chose dont ils pouvaient nous parler, c'est de la violence. Ils ne disaient pas grand-chose. Ils buvaient. Cela finissait par les tuer. Ceux qui n'avaient pas été arrêtés avaient tout le temps peur de l'être. Et s'ils n'avaient pas été arrêtés, alors ils se posaient des questions. Pourquoi arrête-t-on tout le monde et pas moi ?
Margarita Pogrebitskaya, dit « Nous aimions notre patrie, d'un amour sans limite. C'était la plus belle des patries. La première automobile soviétique, hurrah! Un ouvrier illettré a découvert le secret qui empêche l'acier de rouiller. Quelle victoire! Le monde entier connaissait déjà ce secret depuis longtemps. Mais cela, on ne l'a appris que plus tard. Nous allons être les premiers à survoler le pôle Nord. Nous allons détourner des fleuves gigantesques, irriguer des déserts éternels. Staline entreprend la construction d'un nouveau Moscou, qui sera la vitrine du socialisme. Comme Hitler et Mussolini, il veut du romain, du géant. Une tour de 500 mètres surmontée d'une statue de Lénine. Il commence par détruire le centre historique et surtout religieux. Du passé, faisons table rase. Staline fait marcher sa machine de propagande à plein régime pour fabriquer des héros du travail, comme le mineur Alexis Stakhanov. C'est le plus grand mineur de tous les temps. Il extrait 14 fois plus de charbon que les autres, 100 tonnes en une journée, ce qui est impossible, mais donne naissance au mouvement stakhanoviste. Comme la jeune Ukrainienne, Maria Demchenko. Elle est censée avoir ramassé 1 tonne de betteraves par jour. Staline lui dit « Tu peux pas aller jusqu'à 2 tonnes ?» Elle lui répond « Je peux même faire plus, camarade Staline. »